Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, chers collègues, d'après le dernier rapport du Haut Conseil pour le climat, la réponse de la France pour lutter contre le réchauffement climatique est insuffisante. Le secteur des transports, qui représente 30% des émissions nationales, doit, je cite, fortement accélérer son rythme de réduction. Et pour ce faire, je cite encore, les financements ne sont pas assurés dans la durée. Il ne semble pas que notre gouvernement en ait tiré un enseignement au vu de ce projet de loi des finances. Pas de hausse significative des crédits en faveur du ferroviaire. Notez pourtant que la France a un potentiel magnifique. Notre réseau ferroviaire existant est riche. Plus de 90% des Françaises et des Français habitent à moins de 10 km d'une gare. Nous pourrions investir massivement pour la réouverture des petites lignes du quotidien qui ne sont plus entretenues aujourd'hui. Nous pourrions proposer la réouverture des 100 gares et haltes qui ont été fermées depuis 2017 pour assurer une fréquence plus élevée des trains pour que ces lignes soient effectivement utiles et empruntées. Nous pourrions également sortir de la logique croissante du tout numérique et réassurer la présence d'agents dans les gares pour que tout le monde puisse accéder à des titres de transport avec facilité. Nous pourrions même développer le formidable levier du fret ferroviaire. Mais pour cela, il faudrait accepter de sortir de la logique libérale dans laquelle le gouvernement persiste à s'enfermer. Il faudrait accepter que ce ne sont pas les lois du marché qui vont nous sauver, mais bien un service public du train financé par l'État et de qualité. Au cours du dernier quinquennat, ont été investis en France 45 € par an par habitant de la part de l'État dans le réseau ferroviaire. À titre de comparaison, la France en investit 124, ce qui lui permet de mettre en place des tickets à 9 € par mois qui lui donnent accès à l'ensemble du réseau. En outre de la question écologique, ce sont donc bien sûr aussi des investissements sociaux. Car avec la crise énergétique que nous traversons, redonner des moyens de transport peu chers, accessibles sur nos territoires ruraux, permettrait à chacun de se déplacer sans subir de plein fouet la hausse des prix de l'essence. Mais votre gouvernement a préféré s'engager sur des projets d'autoroutes privées. Au total, 18 milliards pour des projets routiers contestés, dont des autoroutes privées, donc payantes, donc inaccessibles financièrement pour les habitants locaux qui ne pourront débourser 10 € par jour supplémentaires pour faire des allers-retours quotidiens de 30 km. Et en attendant, c'est de l'argent public qui part financer des structures privées comme Vinci ou Eiffage, par exemple. C'était la ligne lancée sous Jean Castex. Et ça tombe bien puisqu'Emmanuel Macron a décidé de le faire nommer président de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France et même maintenant de la RATP. Donc votre logique libérale va pouvoir continuer sur sa bonne lancée. Et n'oublions pas l'autre volet de notre discussion de ce matin, les affaires maritimes. L'océan est notre premier poumon. Grâce au phytoplancton, il produit 50% de l'oxygène que nous respirons. La préservation de l'équilibre des écosystèmes marins est donc indispensable à la vie sur Terre. Et la France a un grand rôle à jouer dans la préservation de nos océans. Nous sommes la deuxième zone économique exclusive du monde. Nous sommes responsables de plus de 11 millions de kilomètres carrés de surface océanique. Nous nous devons donc d'être à la hauteur de la surveillance en matière de pollution marine, du contrôle des obligations internationales, de la protection de notre environnement marin. Or, vous avez fait le choix d'amputer de 4 millions d'euros la surveillance et la sûreté maritime. Michel Galliot, climatologue, président de Limousin Nature Environnement, a dit lors d'une conférence « Les politiques ont commencé à s'emparer de la question écologique le jour où ils se sont rendus compte qu'il allait être plus coûteux de réparer les dommages causés par le changement climatique que d'investir pour en atténuer les dégâts. » C'était en 2006, grâce à une étude de Nicolas Stern, ancien président de la Banque mondiale tout de même, qui montrait qu'investir 1 € pour le climat, c'était en économiser 5. Cela a permis d'accélérer les discussions sur la question du changement climatique et c'est très bien. Maintenant, je crois qu'il faudrait, si vous le voulez bien, que nous passions à l'étape supérieure, que nous arrêtions de seulement nous intéresser à et que nous préférions passer aux actes. Il faudrait arrêter de justifier une politique austéritaire par la gravité de la dette qui se trouve au-dessus de nos têtes et de celle des générations futures, comme vous aimez le faire. Ce seul argument ne peut pas tenir. Déjà parce que la préservation du cadre de vie et d'un environnement sain et durable pour ces générations futures devrait primer sur le maintien d'un système économique capitaliste désuet, mais aussi si l'on souhaite garder votre logique économique pure. Ne pas investir massivement aujourd'hui pour la transition écologique, c'est devoir payer encore plus massivement demain pour en assumer les dégâts. C'est donc s'endetter largement sur l'avenir. Or, au sein de ce projet de loi des finances, je ne perçois pas une logique d'investissement sur l'avenir. Je ne vois pas non plus de planification écologique financée qui crée de l'emploi, etc. Non. Je vois juste, comme Madame Borne nous l'avait promis, la continuité de ce qu'il s'est passé sur ces 5 dernières années. Il est temps d'assurer et d'assumer la révolution écologique. Je vous remercie. Merci Madame Meunier.